Bonjour et bonsoir partout où vous me suivez. Merci de votre fidélité comme de tradition à notre émission, pourquoi pas la vôtre, un programme important sociopolitique de la DRTV. En tout cas, comme de nature, comme d'habitude, il est question de vous donner de l'actualité au-delà du factuel. Aujourd'hui, je reçois M. Vivien Manangou. Il est président, pour ne pas dire, en tout cas coordonnateur du parti Debout le Congo, dans sa vision, bien sûr, des mécontents. Ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Cette invitation, simplement parce que il est politique. Il n'est plus à présenter, il est politique. Il a fait, en tout cas, chemin en politique. Il est aussi un grand débatteur des questions liées à la vie politique nationale. Aujourd'hui, Mac Bazar a pensé l'inviter parce que c'est un vieux programme depuis la dernière conférence de presse qu'il a eu à tenir ici, sur la place de Brazzaville, et de sa tournée dans l'Interland, comme c'est devenu une tradition pour lui. Nous allons donc porter avec lui un regard sur la vie politique, pourquoi pas la vie nationale. Ceci à quelques heures ou à quelques jours, il faut dire à quelques mois, de la présidentielle. Question de convoquer les Congolais, les politiques, les acteurs de la société pour pouvoir apporter de leur matière. Bonjour Vivian. Bonjour Monsieur Kilas. Merci en tout cas de t'arracher de tout ce que tu as, la fac, la politique, la société, tout ça. En tout cas, enfin, sur mon plateau, pour qu'on décortique ensemble la réalité politique nationale, la santé. On tient. Mais vous savez, comme Jean Jaurès, je pense que les hommes ne sont heureux qu'il leur manque toujours le bonheur des autres. Absolument. Et donc, si moi, je me porte plutôt bien, je pense toujours à ces dizaines de Congolais, ces centaines de Congolais qui meurent tous les jours, parfois pour des raisons injustifiées. Et donc, je préfère vous dire que je vais moyen. En tout cas, ça explique d'ailleurs la finitude de l'homme. Alors, Vivien, nous vous avons suivi depuis là. L'intérêt, c'est de vous emmener, en tout cas, en face des Congolais, essayer de creuser votre pensée politique. Une pensée qui, parfois comprise, parfois mal comprise, alors que c'est une vision pour vous. Alors, vous êtes patron de Debout le Congo, et en même temps, vous portez un discours sur les mécontents. On va partir d'abord de ces deux concepts pour mieux comprendre votre pensée. Alors, pourquoi Debout le Congo? Pourquoi un tel appareil politique? Parce que nous avons fait le diagnostic en 2019, lorsque nous l'avons créé, qu'il manquait dans notre pays un appareil politique qui s'intéresse aux questions essentielles qui permettent de structurer le pays dans l'avenir. Nous avons remarqué que les partis politiques s'intéressent beaucoup, disons, à la tambouille politique. Que les partis politiques s'intéressaient beaucoup aux joutes électorales, à la transmission du pouvoir, à l'alternance. Tout ça, c'est très bien, ça fait partie de la démocratie. Mais nous n'avons pas de véritable débat politique sur les vrais enjeux dans le pays. Et nous avons créé cette machine, nous voulons que ce soit une machine politique, mais nous avons créé ce mouvement en 2019, justement pour que nous puissions emmener sur le terrain politique des débats qui structurent, qui devraient structurer le pays. Je pense à la question de la dette publique. Vous avez déjà entendu les partis politiques débattre sur la dette? Ah non. Alors que, monsieur Okilas, encore aujourd'hui, la dette, c'est 8 000 milliards, 500 millions. Encore aujourd'hui, 94% du PIB. Il faut bien que les gens comprennent. Ça veut dire que lorsque les Congolais travaillent, produisent de la richesse, l'année, il nous reste que 5,5%. Tout le reste va dans le remboursement de la dette. C'est ça la situation du Congo aujourd'hui. Nous sommes un État en faillite, même si le terme faillite ne sied pas pour les États, plus pour les entreprises. Mais nous sommes dans un État en faillite. Et la corruption, la dette publique dont je parlais, en 2021, lorsque le gouvernement Makosso est arrivé aux affaires, cette dette était de 8 000 milliards, 130 millions. C'est-à-dire, avec le gouvernement Makosso, c'est 405 milliards supplémentaires que nous avons gagné, de 405 milliards de dettes supplémentaires. Vous voyez, la corruption, est-ce que vous avez vu les partis débattre véritablement sur la corruption? Là encore, la corruption. Du tout. En 2021, lorsque le gouvernement Makosso est arrivé, nous étions 162e. En 2024, décembre 2024, nous sommes 163e. J'essaie de vous montrer que ces questions-là devraient structurer le débat politique. Il faut des partis politiques qui soient capables d'analyser ces questions et d'essayer d'apporter des réponses. Parce que c'est le débat politique qui fait nourrir l'État, qui
qui donne à l'État ses fondements, ses ferments, s'il n'y a pas de débat politique, si les débats politiques tournent autour des choses qui sont importantes mais qui ne sont pas essentielles pour un État, alors on tourne en rond et c'est bien ce qui se passe aujourd'hui. Mais c'est rare, en tout cas, devant les téléspectateurs, je le dis, c'est rare d'écouter un tel discours, effectivement. Le constat est fait par tout le monde. La politique se pratique chez nous dans l'engrenage du déjà là. Voilà, les partis sont soumis au calendrier électoral. On sait de tête, et c'est la tradition pour tous les pays démocratiques. Mais le contenu fait défaut. Et vous pensez qu'il manque des partis, en fait, les partis pêchent du fait qu'ils ne donnent pas un contenu. Et ils sont incapables, il faut le dire comme ça, de s'auto-saisir des problèmes qui minent réellement la société pour en faire des problématiques dans les partis politiques ou bien en politique. Alors, comment vous expliquez ce phénomène qui a lieu ailleurs mais qui n'a pas lieu ici? Mais parce que je pense que nous vivons encore l'état du monopartisme. Nous vivons encore l'état du monopartisme. Nous avons vécu dans ce régime pendant presque, si on prend à partir de 65 jusqu'à 91. Depuis Massamba Débat, oui. Depuis Massamba Débat jusqu'à 91, MNR jusqu'en 91, jusqu'à la conférence nationale, ça laisse des traces. Et beaucoup d'acteurs sont encore... Je vois encore aujourd'hui des jeunes sur les réseaux sociaux, des jeunes, notamment des jeunes politiques sur les réseaux sociaux, qui ont la nostalgie du parti unique. Monsieur Okilas, c'est regrettable. C'est regrettable. C'est regrettable. C'est des propagandistes qui ont la nostalgie du parti unique. Du parti unique. Mais il y a des gens dans ce pays qui sont morts pour la démocratie. Il y a des gens qui ont donné leur vie pour la démocratie. Il y a des gens dans le monde qui se battent tous les jours et qui meurent encore dans le monde entier pour la démocratie. Et donc, cet art, nous l'avons encore aujourd'hui dans nos organisations politiques. Ce qui fait que cet art existe encore aujourd'hui. Ce qui fait que nous mettons en avant les questions de politique politicienne pure et dure à la place des questions fondamentales. À la place des questions fondamentales. Les partis politiques ne se donnent pas la peine aujourd'hui de traiter des questions. Je reviens sur place des questions liées à la dette. Si l'opposition arrive au pouvoir, elle trouvera cette dette. La dette n'aura pas quitté le Congo parce que le PST ne sera plus au pouvoir. La dette sera toujours là. Donc il faut travailler et réfléchir. Et si même les idées de l'opposition peuvent faire que le pouvoir s'améliore en réduisant la dette, c'est une très bonne chose. Et donc, vous voyez qu'il faut placer le débat politique à ce niveau-là, au niveau des véritables enjeux, des enjeux qui devraient structurer le pays. Et nous pensons, nous, à Debout pour le Congo, qu'il faut imposer les débats. Vous avez vu, M. Okilas, il y a quelques jours, la publication d'un arrêté du ministre des Finances qui avait nommé les cadres dans les régies financières. Ça a suscité ça fait un tollé sur les réseaux sociaux sur le caractère soi-disant ethnique des nominations. Bon, moi, généralement, j'ai du mal à voir le caractère ethnique de les nominations. C'est une déformation parce que je me refuse à ça. Mais si autant de gens ont été choqués, ça veut dire qu'il y a un problème. Et nous sommes un parti anti-tribaliste. Nous sommes un parti anti-tribaliste. Et j'ai vu encore sur les réseaux sociaux des gens dire, quand le même ministre des Finances a nommé quelques jours plus tard, je crois un ressortissant de la Bouenza, comme représentant à la CEMA, quelque chose comme ça, les gens ont dit, ah oui, c'est parce que nous avons pointé le caractère ethnique des nominations du ministre des Finances qu'il a s'est rattrapé. Vous voyez où en est le pays? Et lorsque nous disons nous sommes le parti de l'antitribalisme, les gens nous disent ah non, ça sert à rien. Mais comment ça sert à rien? Vous êtes le seul parti qui tient un tel discours. Mais comment ça sert à rien, Romy Kokilas? Lorsque les Européens, la France, plus de 70 millions d'habitants, l'Allemagne, presque 80 millions d'habitants, ils sont obligés de se mettre ensemble. Parce que pensent-ils que face à la Chine, face aux mastodontes démographiques, comme la Chine, comme l'Inde, comme les États-Unis, ils n'ont aucune chance, sinon que de se réunir. Comment pouvons-nous nous permettre, nous les Congolais, 6 millions d'âmes, de se diviser entre nous? Comment espérions-nous construire une nation forte demain dans le concert des pays si nous sommes incapables de nous entendre dans ce pays? Et voyez-vous, le pays que je vais moi céder à ceux qui viendront après nous, c'est pas un pays divisé ethniquement. C'est un pays où les gens auront un destin commun, et un destin de vivre ensemble. Et donc ça passe à la fois par de la pédagogie, mais aussi par la force des idées. Il faut dire aux jeunes que le tribalisme est un venin qui tue le pays. Et il faut lutter contre. Ne faisons pas la politique de la poussière sous le tapis. Au contraire, mettons-le
Mettons-le en face de nous pour bien le vaincre. Et moi qui vous parle, j'ai été moi-même victime du tribalisme, à bien des égards, même dans ma vie familiale. Et donc, je sais le mal que cela peut causer pour l'unité du pays, pas que pour le développement du pays. Mais ce qui surprend, en tout cas, vous sortez des choses aussi importantes. Le premier point, jamais abordé par les politiques, surtout la question du tribalisme, je peux revenir là-dessus. Une réalité vécue par les Congolais qui est devenue comme un legs, il faut dire ça. Lorsqu'on étudie l'anthropologie des Congolais, vous êtes en plein, c'est devenu une manière de penser, une manière de s'organiser, une manière de faire. Et le choix de l'élite, le choix des cadres passe nécessairement par là. Les ministères prennent cette configuration. Vous avez les partis de ce caractère depuis la conférence nationale jusqu'à aujourd'hui. Mais curieusement, le débat n'a pas lieu. En tout cas, les politiques ne débattent pas sur la question. C'est juste les observateurs de la société. Alors que c'est un mal qui gangrène le Congo. Alors, là aussi, pourquoi les politiques ne se saisissent pas de cette question? Alors c'est un mal. Mais parce que nous pensons qu'à ce niveau, il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est que le tribalisme est un moteur pour certains hommes politiques. C'est un moteur. C'est presque un moteur de survie. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont, comme dans la besace, c'est un fonds de commerce pour leur existence. Ils pensent qu'ils ne devront parler aux gens qui parlent le même patois que nous, parce que ce sont ces gens qui constituent notre base naturelle. Donc, premier problème, ces gens qui pensent comme ça ne vont pas venir débattre du tribalisme. Bien au contraire, puisque ça sert leurs intérêts. Et puis deuxième sujet, c'est que je pense que l'absence de véritable débat, comme on l'a dit, sur des questions qui structurent le pays. Romy Kokilas. Moi, je vois des gens aujourd'hui, je vois mon ami Elvis Okombi, qui est un ami, un frère. Et moi, mes amitiés, je les assume toujours. Je lui vois, par exemple, faire la propagande du président Sassou, le patriarche et compagnie. Tout ça, c'est très bien. Pourquoi pas? Il en a le droit. Tous ceux qui sont dans cette logique en ont le droit. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que le président a été élu pour 5 ans. Nous sommes encore, il y a quelques années, il y a encore une année au moins. Et les Congolais, aujourd'hui, ne sont pas contents de son bilan. Qu'il commence par sauver l'année qui reste. Au lieu de faire des rassemblements simplement pour expliquer, pour préparer une candidature. Il reste 1 an. Dans 1 an, monsieur Okilas, les Congolais vont mourir et de faim et de soif. Donc, essayons, je conseille à tous ces gens-là, qui beaucoup d'entre eux sont nos amis, de réfléchir à comment sauver la dernière année du quinquennat. Parce que le quinquennat du président, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Il faut même le quinquennat de la crise, c'est-à-dire avant 2016, celle où on a connu la crise du pétrole, n'était pas comme celle-ci. Il y avait des résultats. Il y avait des choses qu'on pouvait... Là, il n'y a rien, monsieur Okilas. Dans 1 an, il n'y a rien. Donc, vous voyez, et c'est ça qui tue le pays. Parce qu'on veut emboîter 2025 pour rentrer dans 2026, alors qu'on n'a pas encore mangé les fruits de 2021. Mangeons les fruits de 2021. Et s'il n'y a pas de fruits à donner aux Congolais, dites aux Congolais, on s'était trompé sur le diagnostic, on n'a pas réussi, mais on va essayer de faire mieux. Ayons cette discussion, ce débat, ce véritable débat. Je crois que c'est ce qui va grandir la vie politique. Absolument, et c'est ce qui va redonner aux gens de l'espoir. Parce que, Romy Kokilas, ce qui manque aux Congolais aujourd'hui, c'est de l'espoir. Moi, je suis enseignant. Je rencontre des milliers de jeunes chaque semaine. Je n'en vois aucun qui croit au Congo. Aucun. Alors, nous allons... Là, on touche déjà les aspects liés à la gestion. Le bilan déjà, parce que aller à la présentielle, c'est maintenant qu'on doit commencer à faire le bilan. Il est déjà en cours déjà. Alors, parlons d'abord de votre parti, de votre combat politique, très vite. Alors, au Congo, lorsqu'on fait la politique, où on est de l'opposition, de la majorité, où on est du centre, pas mal des Congolais sont ceux-là qui s'interrogent, mais le parti de ce frère est de quel groupe? Est-ce un opposant? Est-ce de la majorité? Est-ce des partis du centre? Parce que quand on écoute votre discours, vous vous démarquez. Voilà. Debout le Congo, est-il un parti de la majorité ou de l'opposition? Mais pourquoi? Romy Kokilas, moi-même Manangou, en tant que moi Manangou, je suis plutôt un type de l'opposition. J'y ai passé toute ma vie. Contrairement, toute ma vie. Ah oui, ça c'est bien. Pour l'instant. Contrairement à beaucoup qui ont commencé leur parcours politique dans le pouvoir et ont fini dans l'opposition. Vous savez, j'avais l'habitude de dire au président Kolela, paix à son âme,
qu'il était venu me trouver dans l'opposition, il me laissera sans doute à l'opposition. Et c'est la vérité, j'y suis toujours. Vous voyez, donc, bon, je n'ai pas de honte à ça, et j'assume, parce que j'ai des contradictions, qui sont des contradictions, de véritables contradictions avec la façon de gouverner du PCT. Mais au-delà de moi, au-delà de ma petite personne, pourquoi notre parti ne s'inscrit pas dans une logique opposition-majorité? Je vais dire aux Congolais qui nous écoutent. Oui, il y a déjà une première escroquerie. On a dit opposition, on a dit majorité, puis on a dit centre. Qu'est-ce que le centre? Oui. Qu'est-ce que le centre vient faire? Qu'est-ce que le centre vient faire entre l'opposition et la majorité? Voilà. Le centre, normalement, se retrouve lorsqu'il y a la gauche et la droite. Absolument. Lorsqu'il y a la gauche, il y a la droite, il y a le centre. Il y a le centre. Lorsqu'il y a l'opposition et la majorité, que vient faire le centre? Que vient faire le centre? Et quel centre? Le centre qui est toujours dans la majorité? Le centre au Congo est toujours dans la majorité. Ceci montre bien l'escroquerie de telles classifications. Revenons-en maintenant à l'opposition. Les gens s'opposent sur la base de quoi? Est-ce qu'ils s'opposent sur une base idéologique? J'y crois pas. Parce que si c'était sur une base idéologique, je ne vois pas pourquoi le président Mirassa ne serait pas allié du PCT, puisque c'est deux partis de gauche. Évidemment. C'est deux partis prétendument de gauche. Parce que si je crois que le PSDC du président Mirassa est de gauche, le PCT, j'y crois pas beaucoup. Hein. Pour moi, le PCT n'est pas un parti de gauche. Bon. Mais en tout cas, il se réclame comme tel. Donc, vous voyez que l'opposition idéologique au Congo n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais pour une raison très simple, c'est que ces partis ont été créés sur la base des idéologies qui n'ont pas beaucoup d'emprise dans notre pays. Ouais. C'est ça la réalité, Romy Kokilas. Il faut le dire au peuple. Les histoires de nous sommes un parti de gauche, un parti de droite au Congo, ça a quelle réalité au Congo? Ça a quelle emprise dans le réel? Est-ce que les partis ne vivent pas sur ce... Non, pas du tout. La preuve, le PCT, parti de gauche. Vous connaissez, vous, un parti de gauche qui adopte une loi de finances sans mesure sociale? Quelle est la mesure sociale? Attendez, la première chose qu'aurait fait le PCT en tant que parti de gauche, c'est lutter contre l'extrême pauvreté. Près de 50% des Congolais vivent encore sous le seuil de pauvreté. Près de 50%, ça fait je crois 46-98. C'est un scandale. Les gens croupissent sous la misère dans ce pays. À côté, il y a l'enrichissement. Et à côté, on a une petite minorité, caste, qui s'enrichissent des deniers publics. Ce que j'ai envie de dire, c'est que vous voyez bien que la question idéologique n'est pas au rendez-vous. Ouais. Les oppositions entre les pareil, l'UPRN est un parti de gauche. Pourquoi ne sont-ils pas dans la majorité? Donc, la question gauche-droite, idéologiquement, n'a pas beaucoup d'intérêt. Ça veut donc dire que s'il y a opposition, il va y avoir majorité opposition. Ouais. Ça doit être sur d'autres critères, non pas des critères idéologiques. Nous, à partir de ce moment-là... Mais sans critères idéologiques, je ne vois pas comment on peut orienter la vie politique. Mais c'est pour ça que nous, avec le mouvement des mécontents, on veut réorienter le débat. En se disant que les idéologies telles que nous l'avons accueillies ici, telles que nous l'avons recueillies des Occidentaux, n'ont pas d'emprise sur le réel. D'accord? Le réel au Congo. Congolais. Donc, il nous faut, à partir de là, dépasser ces clivages, dépasser ces considérations pour poser des nouveaux paradigmes qui peuvent nous permettre de nous identifier ou de nous opposer. Par exemple, l'antitribalisme. Voilà. Par exemple, la bonne ou la mauvaise gouvernance. Voilà. Par exemple, vous voyez, c'est-à-dire des éléments, des paradigmes qui collent à notre réalité. Voilà. À partir de là, nous, on a dit, nous sommes les mécontents. Le mouvement des mécontents. Les mécontents, voilà. Les mécontents, pourquoi les mécontents? Voilà. Parce que nous pensons qu'aujourd'hui, au regard de la situation dans laquelle le pays se trouve, Romy Kokilas, ce n'est pas une opposition factice qui va régler le problème. Quand je dis opposition factice, c'est-à-dire une opposition entre la majorité et l'opposition qui va régler le problème. C'est pas ça. Le problème est tellement important, il est tellement grave, ce problème-là, aujourd'hui, que ce qu'il nous faut, c'est un dépassement des clivages tels qu'ils existent aujourd'hui. Ce dépassement des clivages, c'est en quelque sorte l'idée que les Congolais, qui souffrent tous, qui sont tous mécontents en réalité, de l'absence de résultats politiques. La politique, c'est pour améliorer la vie des gens. Oui, qui peut dire que la vie des gens s'améliore depuis qu'on fait la politique dans ce pays? Qui peut le dire? Personne. C'est de pire en pire et les chiffres sont là pour le prouver. Et donc, nous, ce que nous disons avec les mécontents, quand il y a coupure de courant, ça ne touche pas que les militants du PCT. Ça touche et les opposants et machin. Quand il y a pénurie d'eau, ça touche tout le monde. Il n'y a pas de carburant dans la ville, tout le monde est en difficulté. Je suis allé faire le marché la dernière fois pour acheter un poisson que nous on appelle Apollo Artilendo. J'ai dû payer 7 000. Mais 7 000 parce que je suis pour un poisson. Ça veut dire qu'à Brazzaville, les gens ne peuvent même plus manger du bon poisson. C'est l'inflation. 4%.
l'inflation. Et avec la folie douanière de Donald Trump, l'inflation va encore augmenter dans ce pays. Oui, oui. Donc ces questions-là, ces problèmes-là, Romy Kokilas, nécessitent que les Congolais se mettent ensemble. Ensemble sur une direction claire, sur quelques points précis pour sauver le pays. Oui, moi je dis c'est le pays qu'il faut sauver. Je suis enseignant. J'ai des étudiants en première année de droit qui ne savent ni lire ni écrire. Comment ont-ils fait diantre pour arriver jusqu'en première année? Voilà. Comment ont-ils fait pour passer le bac? Le bac que nous avons eu dans ce pays, qui était un examen sérieux. Sérieux, difficile. Voilà. Nous, en arrivant en terminale, on nous disait, bon, la première année, tu n'auras pas de toute façon, tu l'auras l'année prochaine, le bac, c'est 24 mois. C'est comme ça qu'on nous disait quand nous en arrivons. Tellement que c'était difficile. Aujourd'hui, le bac, c'est... Voilà. Et ça, c'est des vrais problèmes. Ces enfants-là, demain, le Congo, c'est eux. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Son niveau, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Et ces questions-là méritent aujourd'hui un dépassement des clivages politiques qui sont factices. Je dis factices parce qu'il n'y a pas de véritable opposition idéologique entre ceux qui gouvernent et ceux qui sont dans l'opposition. Je parle d'opposition idéologique. Alors, vous venez là d'évoquer quelque chose de fondamental que nous comprenons aussi, pour ne pas vous paraphraser. C'est comme, depuis que le train Congo a été lancé, on a pas mal de programmes, on a pas mal de rêves, mais l'impression que ça donne, rien ne réussit. Est-ce que du fatalisme? On ne sait pas. Mais dans votre discours, vous dites qu'il faut qu'on s'asseye. Mais qui va s'asseoir? Parce que le train est en marche. Est-ce le politique? Parce que j'ai eu à recevoir des gens sur ce plateau qui ont pensé un peu comme vous. Voici la proposition, très vite. Tous les programmes sont des ratés, toujours, du fait de ce que vous venez d'énumérer. Ils pensent même qu'aucun homme d'État aujourd'hui, aucun président, s'il est voté, ne pourra réussir. Du fait de la dette que vous avez évoquée, par exemple, du fait de la question d'eau, d'électricité, ainsi de suite, on a trop de problèmes. Ils pensent qu'il faut que le Congo s'asseye. Or, lorsqu'on dit qu'il faut s'asseoir, ça suscite la peur parfois, pour certains. Moi, j'ai déjà écouté s'asseoir. Ça peut être une deuxième conférence nationale. Mais cependant, prendre la vitesse, aller pour aller, on pense que personne ne peut régler ces problèmes, à moins qu'on ait un bâton magique. Est-ce que vous pensez de la sorte? Parce que, est-ce que, une fois si le peuple vous fait confiance, vous pouvez avoir ce bâton magique? Cependant, à côté, nous avons suivi une conférence de presse en temps où le patron d'un parti propose comment on appelle ça, la concertation politique pour le changement de la Constitution. C'est un politique qui communique devant la presse. Changement de Constitution, création du poste de la vice-présidence, organisation des partis en bloc, donc la gauche, la droite, et c'est le président Basseila, parce qu'on n'a pas eu le temps de l'avoir. Voilà, gauche-droite, et que l'élection législative devait se passer entre ces blocs. Donc c'est les partis qui devaient voter au niveau de l'Assemblée. Qu'est-ce que vous en dites? Écoutez, voilà l'autopsie. Oui, j'ai suivi aussi Monsieur Basseila, le président Basseila. J'ai trouvé ses propositions, certaines recevables. Je suis moi-même partisan de la suppression de l'élection présidentielle. Je ne le dis pas aujourd'hui, je le dis depuis 2012. Vous voyez, donc je considère que cette élection, dans le cas de notre pays, n'a pas de plus-value, n'apporte pas une réelle plus-value. Ah ouais. Mais ça va de pair avec la réduction totale des pouvoirs du président. C'est-à-dire, si on supprime l'élection du président au suffrage universel, il faut alors dépouiller le président de ses pouvoirs. Parce que c'est cette élection-là qui lui confère une légitimité hors norme, qui lui donne donc droit à des pouvoirs hors norme. Et l'idée, ce serait que nous soyons un régime parlementaire intégral, avec beaucoup Alors, les questions de division de bloc, M. Basseila, je sais qu'il est juriste, il doit savoir que ce n'est pas la loi qui divise les partis. C'est faux de penser comme ça, que l'on peut imposer à des partis de se retrouver dans des blocs. C'est pas vrai. L'idéologie d'un parti, c'est une vision que le parti porte pour un pays. Et donc chaque parti est libre d'avoir sa vision. Vous pouvez avoir autant de blocs que possible. C'est le peuple qui choisit, qui déterminera quels seront les blocs existentiels. Ce n'est pas la loi qui doit dire gauche, droite, comme on l'a fait là, chef de l'opposition. C'est pas la loi de faire ça. C'est la réalité, c'est le fait politique qui doit être à la base de ça. Bon, alors ça c'est la première chose. Et puis, vous voyez, ma principale différence avec ce que dit M. Basseila, c'est que moi, je ne crois pas que c'est une organisation de ce type, avec un vice-président et compagnie, une concertation politique, qui va régler le problème.
Romy Kokilas. Ça, c'est ce qu'on appelle une fausse bonne solution. Ça ne réglera aucun problème, la concertation de M. Bassey est là. Et puis nous sommes le pays champion des concertations. Ouais. C'est encore de la dépense publique supplémentaire sans résultat. Non, pas du tout. C'est pas ce que je propose. Je dis, nous avons 1 an avant la prochaine élection. Une année, ouais. Mais ce que je veux dire, ce que je dis moi aujourd'hui, je dis au président de la République, si à tout hasard, il suivait Mac Bazar et qu'il me regardait. Je dis, Monsieur le Président de la République. Il vous regardera. Je dis, Monsieur le Président de la République, pensez à la trace que vous laisserez dans l'histoire. Pas sur la scène internationale. Vous avez fait votre réputation. Auprès des jeunes Congolais, qui ont aujourd'hui 18 ans, qui ont 19 ans, qui ont 20 ans. Et donc, qui vont vivre après vous dans ce pays que vous leur aurez légué, avec l'architecture du pays que vous aurez légué. Pensez à cette trace dans l'histoire. Ici vécu, un tel. On parle encore de César. L'Empire romain n'existe plus, mais on parle encore de César. Les grands restent dans l'histoire. Et les grands, c'est ceux qui ont la capacité de laisser un héritage. Quel sera l'héritage du président Sassou? Quel sera l'héritage qu'il laissera après avoir été pendant des années le guide de ce pays? Qu'ils n'entendent pas tous ceux qui lui racontent des belles histoires, qu'ils voient la réalité, qu'il aille à Ngamakoso, qu'ils voient comment les gens vivent à Ngamakoso, qu'il aille à Sadelmi, qu'ils regardent comment les gens vivent à Sadelmi, qu'il aille à Pont-Noir chez moi, quand il pleut, ce que devient la ville. Qu'ils n'entendent pas les chants des alouettes, qu'ils touchent la réalité du doigt. Il lui reste encore 1 an, que cette année soit utile. Moi, ce que je demande, ce n'est pas des concertations, pas du tout. Ce que je souhaite, parce que le président Sassou est aux commandes et qu'il a une majorité pour ça, que l'année qui reste soit une année utile, utile pour les vraies réformes. Lorsqu'on dit que l'argent du pays doit être gardé au trésor, ce n'est pas un caprice, parce que c'est là-bas, c'est le trésor qui est la banque du pays, d'un État. Parce que l'on sait qu'il y a eu des malversations à la banque postale. C'est pour ça qu'on demande que l'argent du pays soit conservé au trésor public. Lorsqu'on dit qu'il faut mettre fin aux exonérations en douane, c'est pas parce qu'on est contre des gens, mais parce qu'on perd 670 milliards par année en douane par des exonérations que personne ne peut justifier. Alors qu'en même temps, on n'arrive pas à avoir les 549 milliards pour payer les budgets de transfert. C'est pas une incongruité? Lorsque des pays font 1000 milliards de recettes douanières l'année, des pays comme le Burkina Faso, que nous, on en fait 170 milliards à peine avec toutes les peines du monde. Il n'y a pas un problème. Je dis au président Sassou, il vous reste 1 an, Monsieur le Président. Je ne sais pas ce que les Congolais décideront après. Mais au moins, il vous reste 1 an, ça c'est certain. Sur l'année qui vous reste, Monsieur le Président, soyez utile pour les Congolais. Soyez utile pour les jeunes Congolais. Pas simplement, on vous dit, nous-mêmes vice-présidents, c'est du folklore, on sait tout ça. Mais les vraies décisions, c'est de constater d'abord l'échec de votre quinquennat. C'est de le constater, c'est un constat. Constatez-le, Monsieur le Président. C'est un échec. Ce quinquennat est un échec. Alors, il y a des raisons, des motifs exogènes, il y a des motifs endogènes. Tout n'est pas de votre responsabilité, évidemment. Mais prenez votre part de responsabilité pour essayer d'améliorer les choses. Lorsque vous nous dites que le pays est en difficulté, c'est vrai. Le pays a une dette importante, c'est vrai. Mais quelles sont les mesures pour réduire cette dette? Quelles sont ces mesures? À quel moment le gouvernement prendra la mesure de la réduction de la dépense publique? Comment allons-nous réduire la dépense publique? À quel moment on prendra la mesure de l'extrême pauvreté? Romy Kokilas, dans votre entourage, si vous vous rappelez quand vous étiez au lycée, les amis avec qui vous avez grandi, combien travaillent? Combien travaillent? Combien travaillent? Combien peuvent se dire demain j'aurai la retraite? Il y a moins de 30% des gens au Congo qui peuvent dire qu'ils auront une retraite. Absolument. Qu'est-ce qu'on fera des 70%, les autres qui vont bientôt avoir 60 ans, 65 ans et qui n'ont pas de retraite? De quoi vivront-ils? De quoi vivront-ils? Est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas se poser ce genre de questions? Mais un gouvernement ne vous dira pas ça. Un gouvernement, nous écoutons. Il y a quelque chose qui se fait. Bon, c'est l'opposition, comme on dit. Hein. Mais ils vivent dans un monde parallèle. Il faut qu'ils aillent. Mais vous ne pouvez pas reconnaître ce qui a été fait. Mais Monsieur Okilas, vous voyez. Vous voyez, vous ne reconnaissez Monsieur pas. Okilas, c'est ça qui est difficile avec notre gouvernement. C'est ça qui est dommage. Parce qu'on aurait pu avoir. Vous savez, Monsieur Okilas, moi qui suis en face de vous, moi j'étais le principal collaborateur du président Kolela en 2016. Oui. Ce pays était au bord de l'éclatement, de l'embrasement ethnique. Des jeunes nous demandaient des armes pour se battre en 2016. Des jeunes venaient pleurer pour qu'on les envoie dans la rue. Nous avions, avec le président Kolela, paix à son âme, évité le bain de sang dans ce pays. Donc, que ce soit le président Kolela, paix à son âme, que ce soit moi-même, nous sommes des gens raisonnables. Raisonnables. Lorsque l'on dit au gouvernement, ça ne va pas, ce n'est pas parce que nous sommes des aigris. Pas du tout. Aucune raison d'être aigris.
aucune. Il faut qu'ils entendent, bon sang. On n'a que le Congo, on n'a que ce pays. Qu'ils entendent. Qu'ils entendent. Je suis en train de vous citer quelques chiffres. Je vous ai dit, depuis 2021, le taux d'endettement a augmenté, l'indice de corruption a augmenté, le taux de mortalité a augmenté. Maintenant, je vous parle du sida. L'année dernière, le rapport de santé congolais a rapporté que le niveau de prévalence était en nette augmentation auprès des jeunes du sida. Des jeunes de 15 ans, de 16 ans. Nous allons avoir une jeunesse malade du sida. C'est ceux-là qui vont construire le Congo de demain, Monsieur Okilas. Si on dit ça, ça veut dire qu'on est contre le gouvernement. Nous disons au gouvernement, le Congo ne vous appartient pas. Ce n'est pas votre bien. Vos parents ne vous ont pas légué ce pays. Le Congo appartient à tous ses enfants. Hier, vous étiez dans l'opposition. Le président Sassou était dans l'opposition. C'est le premier dans ce pays qui a inauguré l'alternance. Ce n'est pas lui qui a donné le pouvoir au président Lissouba, c'est le président Sassou. Donc il sait ce que c'est perdre le pouvoir. Il sait ce que c'est être à l'opposition. Ça veut dire que demain, il sera peut-être encore dans l'opposition. Ou lui, ou sa famille politique. Ça arrive dans un pays. Mais vous voyez... C'est la règle politique. C'est la règle politique. Ça arrive toujours un jour. Ça arrive toujours un jour, d'une façon ou d'une autre. Manangou sera peut-être mort. Mais ça arrivera d'une façon ou d'une autre. Et nous ne serons pas tous morts. Il y aura des gens qui seront vivants. Et ne faites pas en sorte que nous soyons dans un éternel recommencement, que rien ne se fasse. Moi, je ne dis pas que le gouvernement ne fait rien. Je suis un type de Pont-Noir. Je suis né, j'ai grandi à Pont-Noir. Quand nous allions à Dolisie, avant, c'était la catastrophe. Si c'était pas par le train. C'était impossible d'y aller. Oui. C'était impossible, Monsieur Kilas, vous savez de quoi je parle. C'était impossible. La route Pont-Noir-Brazzaville pour tout Ponténégrin était un soulagement énorme. Absolument. C'est une avancée considérable. Donc je ne peux pas moi dire, Manangou, que rien ne se fait. C'est pas vrai. Mais je dis, ce qui devrait structurer le pays, ce qui devrait booster le pays, l'armée pour le préparer pour l'avenir n'est pas fait. N'est pas fait. Quel est ce parent qui s'en va en laissant à ce fils des dettes? Chacun dans sa vie se débrouille à ne pas laisser des dettes à ses enfants. Les 8 500 milliards, qui va les payer? Ça fait à peu près 1 200 000 par Congolais aujourd'hui. Qui va payer ça? C'est leur dette. C'est leur dette. On leur dit, nous leur disons, vous êtes aux affaires par la volonté du peuple, dont acte, faites ce qu'il faut pour ce peuple. Je disais tout à l'heure, comment le PCT qui est un parti de gauche, je suis moi-même un homme de gauche, j'ai envie de savoir que les amis du PCT me disent quelles sont les mesures de gauche qu'ils mettent en place. Quelles sont leurs mesures de gauche? Qu'ils me disent quelle est la mesure fiscale de gauche qu'ils ont mis en place. La mesure, sur le plan de la fiscalité, quelle mesure de gauche ils ont mis en place? Quelle est la mesure économique de gauche que le PCT a mis en place? Quelle est la mesure sociale de gauche que le PCT a? Ils ont dit qu'ils allaient créer 100 000 emplois des jeunes. Mais on sait comment la gauche crée des emplois. Quand ce n'est pas par l'entreprise, ils peuvent le créer par l'État. D'accord? Par ce qu'on appelle les emplois aidés ou les emplois jeunes. Vous avez vu ça? Le gouvernement ne pouvait pas le faire? Mais finalement, il faut dire le PCT, la problématique est là, parce qu'il y a un responsable du PCT sur ce plateau qui voulait bien débattre avec quelqu'un opposé au PCT sur ces questions. L'inviter là, parce que nous voulons vraiment de débat, des idées. Nous sommes ouverts, nous sommes disponibles. Voilà. Si vous avez un débatteur du PCT qui veut qu'on discute sur les mesures sociales de gauche du PCT en tant que parti de gauche, je suis ouvert. Vous me direz l'heure, le jour, le lieu. Merci beaucoup. Je sais que c'est votre sport préféré. Les Congolais vous connaissent cela en tout cas, parce que vous avez fait plaisir une fois à la presse. Oui, c'est ça, il faut le dire. De vous éclater dans le débat politique. C'est le débat que nous souhaitons, et non le débat viril, et non le débat violent. Ça, c'est un très mauvais débat. Nous allons vers la présidentielle. Et lorsque les politiques ne communiquent pas en face des Congolais, finissent le débat, ils se saluent, sortent, c'est un message qu'on envoie. C'est ça la démocratie. Mais lorsqu'on communique entre les quatre salles, sans être devant l'adversaire, on pulvérise les idées au niveau de la base. Là-bas aussi, c'est au niveau de la base. Lorsque ces deux bases, les Congolais, se voient pendant les élections, ils s'affrontent. C'est l'affrontement. Voilà. C'est pourquoi nous les invitons à ce débat. Alors, vous touchez déjà les questions, vous avez presque tout dit en passant sur la gestion gouvernementale. Alors, que pouvez-vous dire de la gestion de ce gouvernement au cours de ce mandat, puisque nous allons vers la fin? Que dire réellement? Je pense que le problème du gouvernement, c'est un problème... Le gouvernement a un problème originel de diagnostic.
je pense que l'erreur originelle ou primitive du gouvernement, c'était de faire du PND, dès le départ. Le président de la République a dit il devait endosser le PND sur le projet du président, et ça deviendrait une sorte de charte pour le gouvernement. Effectivement. Monsieur Okilas, lorsque vous êtes, vous, chef de famille, vous gagnez 200 000, vous avez des dettes, à l'époque, nous avions des dettes autour de 250 000, vous ne pouvez pas dire, vous ne pouvez pas faire d'ambition. Non. La première chose que vous devez faire, c'est de désendetter. Absolument. Vous ne pouvez pas vous dire, je vais investir, alors que vous n'avez même pas de quoi vivre, de quoi vous manger. Comment allez-vous investir si vous n'avez pas de quoi vous nourrir? Je rappelle que le gouvernement a tout le mal du monde pour payer, ne serait-ce que le traitement des fonctionnaires et des autres agents publics. Les institutions. Les institutions, c'est la cascade. Alors, comment vous faites pour investir si vous n'arrivez pas déjà à assumer ce qui relève des charges incompressibles de l'État? Donc, dès le départ, le diagnostic était faux. Ce que le président devrait faire en 2021, après son élection, c'était de dire aux Congolais, je vous promets des larmes et de la sueur, comme disait l'autre. Ça va être dur, on va se serrer la ceinture, mais je vous promets un pays juste, un pays machin. Et dans 2-3 ans, lorsque nous aurons fait ces efforts-là, nous allons tous jouir des bénéfices du désendettement. Au lieu de ça, on nous a vendu un projet, en tout cas ceux qui y ont cru. Et donc, ça fait que vous avez un gouvernement qui arrive, qui n'a pas de marge de manœuvre. Je vous dis encore une fois, les budgets sont des budgets à zéro. On a des lois de finances qui sont des lois de finances à zéro parce que le taux d'endettement est tel que nous sommes incapables de dégager les marges de manœuvre. Quels sont les investissements du gouvernement depuis 2021? Les Congolais sont des gens sérieux. Les Congolais sont des gens intelligents. Il faut leur regarder dans les yeux et leur dire la vérité. Et c'est ce que je dis au gouvernement, il reste 1 an. C'est pas trop tard. 1 an pour le faire. Ils ont perdu 4 ans, il n'y a pas de problème. On a perdu 4 ans ensemble. Ce n'est pas 4 années perdues pour le gouvernement, c'est 4 années perdues pour le Congo. Pour le Congo. Bon, et donc, moi je leur dis, on a 1 an. Il nous reste 1 an avant la prochaine élection. Essayons de sauver cette année-là. Il faut d'abord, concrètement, désendetter le pays. Et ça passe d'abord par la réduction du train de vie de l'État. On l'a dit et redit. Tabou, hein, c'est tabou. Mais pourquoi ce serait tabou? Pourquoi ce serait tabou? Il n'y a pas ce débat. Au point où nous en sommes, il nous faut théoriser ce que moi j'appelle l'état minimal. L'état minimal. Même le FMI, tout le monde sait que le FMI, c'est une sorte de potion libérale sur le plan économique. Oui. Même le FMI a demandé de sanctuariser les dépenses sociales. Donc, le gouvernement devait faire pareil. C'est-à-dire, à partir du moment où vous avez réussi à sanctuariser les dépenses sociales, tout ce qui relève. Vous savez, monsieur Okilas, il y a des signes qui ne trompent pas. Vous constatez comment l'extrême pauvreté, à Nganga Lingolo ou à Ngamakoso, à Vungu, chez moi à Pointe-Noire ou à Liranga. Mais quand vous constatez cette extrême pauvreté-là, vous vous dites quelle est la réponse du gouvernement? 36 milliards. 36 milliards. 36 milliards. Voilà le budget des affaires sociales. 36 milliards. C'est dérisoire. Si nous étions 80 millions comme en RDC, qu'en ferions-nous? Que ferions-nous? Et donc, sur l'année qui reste au gouvernement, que le gouvernement se concentre, pour continuer à assumer les charges sociales, il se bat pour le faire, qu'il réduise le train de vie de l'État. Le budget, encore une fois, c'est une loi prévisionnelle. La loi des finances est prévisionnelle. Donc, à la fin, ce n'est pas exactement ce qu'ils ont dit qu'ils allaient recevoir qu'ils recevront, puisque entre les prévisions et la réalité, il y a un écart. Bon, ce que moi je veux dire sur l'année qui nous reste, point n'est besoin d'avoir des gros budgets comme on l'a vu au ministère de l'Intérieur, à la primature, au ministère de la Défense. Point n'est besoin. Point n'est besoin. Concentrons-nous sur les charges sociales, d'accord? Et puis sur ce qui doit booster un État. Absolument. L'énergie. Romiko Kilas, le boulevard énergétique. C'est ça, hein? Boulevard énergétique. Oui, boulevard énergétique. Boulevard énergétique. 1200 milliards que le gouvernement a déjà sorti depuis le temps. 1200 milliards. Regardez ce qu'on a. On n'a toujours pas de courant. 1200 milliards. Toujours pas de courant. Tout. Mais il y a des choses qu'on aurait pu faire. Romiko Kilas, savez-vous qu'aujourd'hui, on produit des lampadaires avec des batteries rechargeables solaires? Ouais. Il y a des États qui ne se posent plus la question de l'éclairage. Courant ou pas courant, il y a toujours l'éclairage. Rien que l'éclairage règle à 70% le problème des Koulouna dans les quartiers.
Rien que l'éclairage public. Donc si nous n'avons ne serait-ce que des batteries, vous voyez des choses qu'on peut faire qui ne demandent pas beaucoup de dépenses, qui demandent simplement de la volonté politique. Mais moi je pense qu'il y a une autre chose qui est fondamentale. C'est que quand on fait la politique, il faut non seulement aimer son pays, mais il faut aussi aimer les gens. Ok. Alors, effectivement, la question des batteries, j'ai eu l'occasion de recevoir un jeune Congolais ici, de la Belgique à ici. Il a mis en place une entreprise. Ça suscite même pas l'attention. Il n'a fait que ça, il est venu. C'est plutôt les éleveurs du monde rural qui sollicitent ses services. Et ils pompent de l'énergie qui a une durée de 25 ans, Solar Vision. Je l'ai reçu à 2 reprises ici. Il a vendu le projet. Ça touche même pas l'attention du gouvernement. Voilà. Oui. Ouais. Je serais il est heureux disponible. d'échanger avec lui. Parce qu'il est congolais, c'est curieux. Alors que c'est la réponse actuelle. Mais bien sûr. En tout cas, évidemment. Voilà. Évidemment. L'énergie solaire, peut-être c'est une réponse. Regardez une ville comme Makwa. La Silicon Valley aux États-Unis n'est pas aussi bien située que Makwa. Mais voilà. De là où se trouve Makwa, on peut en faire une ville, mais le centre de l'informatique, de tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle, l'énergie, l'informatique, dans toute la sous-région. Makwa, c'est l'Équateur. Makwa regarde l'Équateur. Effectivement. On n'a pas d'ambition dans ce pays. On n'a pas d'ambition, bon, petit à petit. Alors, après ce regard que vous avez porté d'une manière globale sur la gestion gouvernementale, alors, l'élection présidentielle. Ça, c'est ce qui est phare aujourd'hui. Aucun débat n'a lieu sans qu'on examine la question, puisque les politiques ont déjà mis le train sur les rails. Et vous êtes bien au courant de ce qui se passe dans le pays, l'ambiance est déjà là. Hier, des partis qui n'avaient pas de vie politique, je dis, on refait surface. Nombreux font la rentrée politique à la fin d'ailleurs du mandat. Ça étonne plus d'un Congolais. Alors, d'abord, quel constat faites-vous à une année déjà de la présidentielle sur la vie des partis politiques? Que constatez-vous? Écoutez, bon, le problème de la vie des partis politiques, c'est un problème qui est assez triste, parce que vous avez d'un côté, l'épée de Damoclès du ministère de l'Intérieur qui pèse sur les partis avec cette obligation de représentativité nationale. Et puis d'un autre côté, vous avez des partis politiques dont tout le monde sait qu'ils existent nulle part, mais qui finalement sont reconnus et qui se réveillent à chaque élection pour venir dire soutien au camarade président Denis Sassou Nguesso, longue vie éternelle, c'est génial tout ça, bon, très bien. Bon, pourquoi pas? Chacun est libre c'est ça la démocratie, monsieur Kilas, c'est de respecter le choix des autres. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais à condition quand même d'élever un peu le débat. Quand vous êtes dans un pays en grande difficulté comme le nôtre, il ne suffit pas de venir faire le beau ou de venir claironner partout le nom de votre champion. Il faut aussi nous dire ce que votre champion... Moi, je dis, par exemple, à ceux qui appellent à la candidature du président Sassou, évidemment qu'il en a le droit. La Constitution lui autorise. Mais moi, j'ai envie qu'on me dise, en tant que citoyen congolais, pourquoi faire? Ah bon? C'est pas la question. La question, à mon sens, du droit du président d'être candidat ne se pose pas. Il a le droit, la Constitution lui autorise. Mais la question, c'est pourquoi faire? Qu'ils nous disent aux Congolais, le président Sassou va être candidat pour faire ceci. Déjà, on peut commencer par ça, non? Parce que si moi je dis aux Congolais, je vais être candidat à la présidence de la République, les gens vont me dire, oui, est-ce que tu as un programme? Est-ce que... Vous voyez? Mais si c'est le président Sassou qui est président sortant, je rappelle que lui-même a expliqué que ce n'était pas le moment. Oui. Lui-même, il a dit que c'était pas le moment. Et ça, c'est dans ses habitudes. Et bon, lui-même, il a dit que c'est pas le moment. Alors, les autres disent, ah oui, bon, très bien, mais dites-nous pourquoi faire. Un troisième mandat, pourquoi faire? Pour quelle ambition? Pour assurer la continuité. La continuité de 8 500 milliards de dettes? Quelle continuité vous parlez? De quelle continuité parlez-vous, monsieur Kilas? Mais chaque fois que le programme n'est pas joué, le politique... Mais est-ce que là, il a été commencé? Est-ce que là, il a été commencé? Parce que le problème, c'est pas la... Le politique cherche toujours... D'accord, monsieur Kilas, est-ce qu'il a été commencé? Bien sûr que oui, à les entendre. Non, mais monsieur Kilas, nous sommes tous dans le pays. Le projet du président, s'il peut être évalué par un cabinet indépendant, il a été réalisé à 10%. Et encore. Rien des éléments qui ont fait que ce programme-là n'est pas réussi n'ont disparu. Mais la raison pour laquelle, si c'est à 10%,
Raison pour laquelle il doit se battre à assurer la continuité. Il faut donc supprimer le mandat de 5 ans. Il faut dire qu'il faut 10 ans. Ça réglera le problème, peut-être. Non, monsieur Okilas, tout ça, c'est pas très sérieux. Encore une fois, il a le droit d'être candidat, à condition qu'on nous dise ce qu'il veut faire. Pourquoi faire? Pourquoi faire? C'est leur liberté. Mais moi, j'ai quelque chose qui m'intéresse particulièrement concernant l'élection présidentielle. C'est la question des 25 millions. Ouais. C'est la question. Vous savez, avec cette somme, on crée une espèce de démocratie censitaire qu'on appelait le sens à l'époque à Rome. Vous savez, à Rome, seuls les riches payaient l'impôt qu'on appelait le sens. Ouais. Et ça ressemble à ça. C'est une démocratie d'aristocrates, cette affaire-là. 25 millions, pourquoi faire? Et ma question est de savoir... L'élection des riches. C'est une élection des riches. Ouais. Et ma question est de savoir, les 25 millions, que gagnent les candidats en donnant 25 millions? Parce que c'est à l'État d'organiser les élections. C'est ses prérogatives, ça fait partie de ses prérogatives. Il ne faut pas faire supporter l'organisation sur les candidats. Qu'est-ce que les candidats y gagnent dans cette affaire? Ça ressemble presque à de l'extorsion de fonds, cette affaire de 25 millions. J'ai envie de dire, et moi je fais une proposition, et si, dans les 25 millions, le gouvernement prenait en charge, ou l'État prenait en charge les délégués des candidats dans les bureaux de vote? Pourquoi on ne pourrait pas faire cet espace-là? Dire que, bon, très bien, les candidats donnent 25 millions de caution. Bon, l'État aura la charge de tous les représentants des candidats dans tous les bureaux de vote. Ça pourrait être un bon compromis. Il faut dire que ce ne sont pas tous les Congolais qui ont des moyens. Mais justement. Cependant, ils ont la conviction. Ils ont la conviction, ils ont la vision, ils ont la passion. Bien sûr, des idées, ils aiment leur pays. Pourquoi on veut... Pourquoi on choisirait le meilleur d'entre nous? Pourquoi l'argent devrait être un critère de sélection du meilleur d'entre nous? Pourquoi? Est-ce que c'est cette société de l'argent que nous voulons créer, dont on voit les conséquences? C'est ça? Moi je crois qu'il faut qu'on pose sereinement cette affaire des 25 millions de caution. Ah, ça sert à quoi? D'ailleurs, si la question c'est d'éviter qu'il y ait des candidatures farfelues, il n'y en a pas eu en 2021, des candidatures farfelues? Il y en a eu. Mais alors, donc, même en 2016, il y avait des candidatures farfelues. Il y a des gens qui ont eu 0%, non? 0, et quelques %, non? Donc, les 25 millions n'empêchent même pas des candidatures farfelues d'émerger. À quoi ça sert, finalement? À quoi ça sert? Je préfère même qu'on nous dise, bon, il faut des signatures de personnes, des choses comme ça. Mais l'argent, Romy Kokilas, rappelez-vous des paroles de Polybe. Oui, l'argent détruit les sociétés. Absolument. La course vers les richesses matérielles détruit les sociétés. C'est le reflet. Voilà. Et donc, on ne peut pas, la leçon qu'on peut envoyer, le message qu'on peut envoyer, ce n'est pas que c'est l'argent qui permet de déterminer qui sera le meilleur des Congolais. Ça ne doit pas être ce critère-là. Il faut verser une caution, très bien. On avait beaucoup moins que ça en 92. On avait eu une élection de qualité, avec des candidats de qualité. Qui peut nier qu'en 92, on avait des candidatures de qualité? Il y en avait 11, 12, je ne sais plus, mais c'était des candidats de qualité. Président Sassou, président Kolela, président Lissouba, président Milongo, président Tister, président Yombi. Il n'y avait que des gens d'une certaine... Qui avaient la poigne. Qui avaient de la poigne, qui avaient une certaine hauteur. Ouais, et même dans la gestion des affaires de l'État. Mais ce n'est pas parce que c'était, je ne sais pas, 200 000 ou 500 000 à l'époque, que ça empêche... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à un moment donné... cette affaire-là des 25 millions de caution est un vrai problème. Il faut vraiment que l'on pose ce problème, comme d'autres. Et je propose que l'État prenne en charge les délégués des candidats. Ça serait une façon de soulager les candidats évidemment. Qui déjà ont beaucoup de difficultés pour trouver les 25 millions, mais là, qui verrait que l'État pourrait prendre en charge leurs délégués. Et puis c'est un élément de transparence. Je pense que l'État qui organise les élections, la CNI et le ministère de l'Intérieur n'y voit aucun obstacle à ce que la transparence soit faite. Voilà. 10 minutes nous restent. Alors, portons un regard sur l'opposition, sur cet équilibre. Le candidat de la majorité est déjà connu, déjà du fait que la Constitution... Vous le connaissez, vous? Non, je le dis entre griffes. Mais nous écoutons la majorité présidentielle. Voilà. Affaire patriarche. Mais moi, j'ai suivi le président dire, c'est pas le moment. Tous, il a dit, c'est pas peut-être qu'il dira un jour, je ne suis pas candidat. Qu'est-ce que vous en savez? Attendez, pourquoi vous prenez ce monsieur en otage? Attendez, nous ne parlons pas de Sassou. Ah, d'accord. C'est pas lui le candidat de la majorité, alors? Ce sont ses maillons. Nous avons écouté les timoniers qui incarnent le Parti congolais du travail. Nous avons écouté le patriarche. Tout a tourné sur le président et sur sa candidature. Et nous continuons à écouter sur les appels à sa candidature. Ceux qui le disent ne sont pas les Congolais de la rue, mais ce sont ceux-là. Moi, j'attends que le président, le président se prononce lui-même. Si, voilà,
La logique, c'est celle-là. J'attends. Alors, mais peut-être qu'il dira qu'il ne veut plus, il est fatigué, il a beaucoup servi l'État, il veut mais partir. Là aussi, vous on n'en sait rien. Voilà. Si tel est le message de la majorité présidentielle des appareils du chef de l'État, que peut-on dire de l'opposition? Est-ce que cette fois-ci, l'opposition sera à même de présider un candidat? Je sais qu'un candidat peut venir du nez, il peut être hors des partis politiques, c'est possible. Mais l'opposition congolaise, est-ce qu'elle est à même de présenter un candidat? Les lectures d'un politique que vous êtes. Écoutez, moi, je sais qu'il y a des initiatives pour essayer d'avoir un candidat. Mais le problème de l'opposition, encore une fois, je pense que quand on dit opposition, on fausse les termes du débat parce qu'il y a des oppositions. Il y a des oppositions, effectivement. Il y a des oppositions. À partir du moment où il y a des oppositions... Mais le Congo s'est voulu avoir officiellement une opposition dite parlementaire. C'est pas le Congo qui est voulu avoir officiellement. C'est pas le Congo... Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, non. Ce sont ceux qui ont rédigé la Constitution qui ont voulu créer une opposition. C'est le Congo? Oui, mais croyez-vous que les Congolais avaient compris? Vous êtes sûr? Combien de gens connaissez-vous dans votre entourage qui avaient lu la Constitution, qui avaient compris qu'il y aurait un chef de l'opposition? Est-ce que cette opposition peut faire l'équilibre? Non, mais cette opposition n'est pas une opposition. Je suis désolé, mais l'opposition parlementaire n'est pas une opposition. C'est pas une opposition, monsieur Kilas. Je l'ai dit et répété maintes fois. Ce qui caractérise et détermine l'opposition, c'est le vote de la loi de finances. Or, je constate que depuis 10 ans, ceux qui représentent l'opposition parlementaire, UPADES, votent systématiquement la loi des finances. Oui. La dernière fois, ils se sont abstenus, 2025. Yuki a voté. L'UPADES s'est abstenu. Ils n'ont pas voté contre. Ils se sont abstenus. Ça voudrait dire qu'ils n'en pensent pas moins. C'est-à-dire que les difficultés que nous rencontrons sur le plan financier aujourd'hui, l'UPADES, le Yuki le partagent. Ils sont co-responsables. Ils sont comptables pour avoir voté depuis 10 ans les mêmes lois de finances. Donc vous voyez que si vous voulez me dire que c'est de ce côté-là que viendra un candidat qui représentera l'opposition, tous les Congolais ont compris que c'est une farce. C'est une farce. Maintenant, il y a d'autres Congolais qui se considèrent de l'opposition. J'ai vu M. Mafoula sur votre plateau. Oui, Mafoula, Gavé. J'ai vu M. Gavé, je vois M. le président Nzon Mathias, je vois le président Mirassa. Il y a d'autres personnes qui ne sont pas de la galaxie parlementaire, qui se considèrent comme des opposants, et rien ne peut nous dire que ces gens-là ne sont pas des opposants. Amar, tout le contraire, M. Amar, que je n'ai pas vu. Voilà. Tous ces gens-là se considèrent comme des opposants, et donc peut-être que de là aussi jaillira quelque chose. Mais monsieur Okilas, moi je ne crois pas en la martingale de la candidature unique. Moi je n'y crois pas. Moi je n'y crois pas. Je crois là encore que c'est une fausse bonne idée. Moi je pense que le peuple sait choisir parmi des milliers de candidats. Évidemment. Et c'est au peuple. Si les gens de l'opposition disent de l'opposition, encore une fois, pour moi, on ne devrait pas être dans ce terme-là aujourd'hui, dans ce concept-là aujourd'hui. Mais ceux qui s'opposent à la gouvernance du PCT, voilà un terme, moi, qui me convient. Ceux qui s'opposent à la gouvernance du PCT, ça ne veut pas complètement dire opposition. Parce qu'il y a même des gens qui sont dans le PCT qui s'opposent à la gouvernance. Absolument. Ou qui sont dans la majorité qui s'opposent à la gouvernance. C'est ce que nous, on appelle les mécontents. C'est tous ces gens-là, tous ces mécontents-là, finalement, veulent choisir un candidat. Pourquoi pas? Why not? Why not? Mais tout ça, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est pourquoi faire. On revient toujours à la question pourquoi faire. Pourquoi faire? Une candidature unique, pourquoi faire? Est-ce que on va transférer? Est-ce que Manangou a les mêmes idées que Bina, que Meyerassa, que Nzon, que Gavé, que Mafoula? Je suis désolé. Moi, dans mon histoire, ce n'est pas dire il faut que ça sous-parte, ça suffit. Non, non, non. Non. Chez moi, ce n'est pas un programme, ça. Parce que ça sous-partira, les 8500 milliards de dettes, on les aura toujours. Voilà. Donc moi, je ne m'assois pas. Je ne m'assois pas à discuter simplement avec pour principe, ça se doit partir. Non. Non. Il faut qu'il y ait l'alternance, c'est très bien, mais pourquoi faire? À quoi bon? Pourquoi faire? À quoi bon? Alors, serez-vous candidat? À quoi? À la présidentielle? Mais je ne suis pas en train de vous dire qu'il nous reste 1 an pour venir vous dire ici je suis candidat. Il nous reste 1 an, Romy Kokilas. Donc il me reste à moi 1 an pour continuer à dire au gouvernement arrêtez de faire des conneries. Merci. Alors, il nous reste juste quelques poussières de minutes. Parler politique, avoir un appareil comme le vôtre, en tout cas qui travaille sur les idées politiques, qui porte un tel regard, qui arrive à faire l'autopsie de la gestion du pouvoir, qui balaie un peu du tout, c'est dire que vous avez du sérieux, vous avez de l'ambition. Alors, vos perspectives d'avenir, comme on le dit en politique? Bon, déjà, les perspectives sont toujours inscrites dans l'avenir. Hein. On n'a pas les perspectives du passé. Hein. Bon. Mais ce que je veux dire, Romy Kokilas, nous, ce que nous envisageons être
c'est dans quelques années le plus grand parti du Congo. Voilà notre ambition. Mais notre vraie ambition, c'est de faire du Congo un rêve pour les jeunes, pour ces jeunes Congolais. Voilà notre ambition. C'est faire du Congo un rêve, que le Congo devienne un rêve. Que quelqu'un qui est... savez-vous que nous avions des Maliens, des Sénégalais, qui venaient étudier à Marengobi de les années 70. Oui. Vous voyez? C'était une fierté de C'était une fierté. Je rappelle encore, je n'étais pas né, mais je regarde un peu l'histoire. Je rappelle que nous étions le premier pays à organiser les Jeux africains en 65. Effectivement. À Massamba-Déba. Massamba-Déba. Vous voyez? Donc, on a été un pays de référence. Un pays qui faisait mourir d'envie les voisins. Mon rêve, c'est de faire mieux que ça. Alors, pourquoi ne pas envisager faire du Congo le Singapour de l'Afrique? Ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà un rêve et une ambition qui mérite d'être essayée. Pourquoi pas rêver, en tout cas, comme on le dit. Pourquoi pas rêver, surtout que la politique consiste à rêver. Rêver le beau pour son pays, rêver son pays, mettre le Congo en orbite. Et donc, c'est l'occasion pour nous de demander une fois de plus aux politiques, tels que M. Vivien Manango vient de le faire, d'apporter, venir débattre politique, parler Congo, maintenant que nous allons boucler la boucle bientôt pour l'élection présidentielle 2026. Nous souhaitons, nous vous sollicitons, passer cette épreuve des échanges, l'échange des idées. Il serait très malséant. Il ne sera pas beau de voir des politiques se bousculer. Parce que déjà, ça a commencé. Je le dis, lorsque un politique qui aspire à la présidentielle énonce un mot, ça fait réagir une certaine base. Cependant, les candidats vont se regarder en face. Ils vont se dire des choses. Quelle serait l'attitude des Congolais? Quelle serait l'attitude des fanatiques, des bases? Mais il faut que cette culture intègre les Congolais. Nous avons vu les élections aux États-Unis, nous avons tout écouté. Mais c'est la règle, c'est l'ambiance démocratique, c'est l'ambiance des élections. Et ça, nous avons le devoir de le faire, d'emmener les politiques au débat face à face. Vous avez eu à goûter ce face à face qui a laissé les Congolais dans la soif. Paix à son âme, mon aîné, mais ça a laissé les Congolais dans la soif. Et donc, j'avais reçu donc M. Vivien Manango. Voilà. Et il vous a partagé ce qu'il vous a partagé pour vous alimenter politiquement. Question d'expérience. En tout cas, merci beaucoup. J'ai pas envie de dire mon cher frère, oui, Congolais. Mon cher frère, merci l'universitaire pour ce partage que tu as eu à faire aux Congolais. Pour vos réactions, comme d'habitude, vous êtes sur le groupe Mag Le Bazar, WhatsApp. Réagissez, je transmets à l'intéressé. Au revoir, je vous vois la prochaine fois. Merci.